maison paternelle, dans les années 30, elle avait au moins 75 ans. C'est une vieille maison ancestrale, comte normand, des lucarnes, immense. Il y avait 17 chambres, et même là-dedans, c'était tous des 22. Alors, puis j'ai grandi là, sur la citadelle, moi. Soldat, c'était naturel chez moi. Il y avait un aspect de guerre que c'était romantique. On a vu les soldats marcher, et ça a l'air très martial. Et, on était excités un petit peu par ça. Courir un peu les petites filles. On vivait un peu au jour le jour, tu sais. On pensait pas, du moins personnellement, je pensais pas à l'avenir, je pensais pas... Après le collège, à une carrière. La majorité, on s'est enrôlé, je me suis enrôlé. Et puis, après ça, je suis parti pour Outre-mer. On n'en a pas eu une vie de jeunesse. Quiconque allumera la torche de la guerre en Europe n'aura pu désirer que le chaos. Adolf Hitler, 1935. En Italie, d'abord, était apparu Benito Mussolini. Il rêvait de reconstituer l'Empire romain et commença par la conquête de l'Abyssinie. Decisioni irrévocables. Nous étions donc déjà conscients de l'arrivée du nazisme dans le monde entier. On voyait des films. La presse avait l'Éclair Journal à l'époque, et on voyait des films de rassemblement des national-socialistes. On voyait Hitler, on voyait des masses, on voyait des légions d'hommes marcher avec des casques de fer, des chars d'assaut et tout ça. Ça présageait la guerre, mais quand tu es un jeune homme, tu penses pas, le lendemain n'a pas d'importance, c'est ce qui se passe au moment même. Mais ça reste, ça laisse quand même une impression. En juin 1937, au cours d'un voyage en Europe, le Premier ministre Mackenzie King avait rencontré Hitler, qui lui fit l'effet, dit-on, d'une sorte de paysan assez simple, modérément intelligent et assurément peu dangereux. D'ailleurs, le Canada avait ses problèmes. On était encore en pleine crise économique. C'était une période où la grande crise économique sévissait. Il y avait beaucoup de misère, beaucoup de pauvreté, du chômage, surtout dans les villes. Et je pense que dans les campagnes, on crevait tranquillement. Oh, jeune fille, nous habitions la campagne à Valcartier, la plus belle rivière du monde en ce qui me concerne. Et nous montions à cheval, nous menions la vie de gens qui... Ma mère faisait notre éducation parce qu'elle ne voulait pas que nous corrompions notre langue française, n'est-ce pas? J'avais beaucoup d'imagination, j'avais du talent pour un tas de choses. Je faisais du dessin, je faisais de la musique, j'étudiais le violon. J'étudiais les affaires, ce qu'on pouvait enseigner des affaires à l'époque. Vu que j'étais un bon garçon, j'étais président de la congrégation de la Sainte-Vierge. Et puis, il m'avait dit, vous avez peut-être des talents naturels pour une vocation religieuse. Et puis, bon, il était frère orienteur, et puis il m'a questionné, il m'a donné des entrevues. Et ce qui a sacrifié ma carrière, ma vocation religieuse, c'est que quand il m'a demandé si j'aimais les petites filles, j'ai dit « j'adore les petites filles ». Disons que notre famille se trouve dans la classe moyenne avec les idées de ces jours. Et j'ai fait 1 an à l'université, et puis après cela, j'étais une débutante à Ottawa. J'ai travaillé au Loos et j'étais suite caporal. Et puis, j'avais la chance de pratiquer la danse sur le théâtre, à mon goût, le matin. J'ai même remplacé une chorus girl. Ma mère l'a jamais su, puis elle n'y est pas pour le savoir maintenant. Moi, j'ai toujours été intéressé dans l'aviation. Même, je me rappelle d'un désir formidable d'être pilote. Je me rappelle du désir même avant que je me rappelle du visage de ma mère. C'était assez dur
parce que j'avais été au couvent si longtemps et j'avais eu 2 courtes années à une école anglaise. Mais à part ça, comme québécoise, on ne disait pas ça dans le temps, on se disait canadienne. Et les autres, ben, c'était les Anglais. Je me suis trouvée sur un campus très anglais, pro-British, où on s'attendait à ce que les francophones tiennent leur place. Or ça ne m'intéressait pas du tout. Et j'ai commencé surtout en 2e année, alors que je savais un peu où j'étais, à m'identifier aux étudiants les plus pauvres. Et c'était pas très bien vu. Alors quand je suis retournée en Europe avec ma famille, évidemment, avec ma sœur qui est mon aînée, c'était le Front populaire en France. Ma sœur était ravie, mais c'était aussi la guerre d'Espagne qui m'a beaucoup, beaucoup frappée. Parce que nous avons vu les réfugiés, nous avions vu les premières personnes qui étaient là sans connaître la langue, sans pouvoir vraiment être aidées. Et ça m'a beaucoup, beaucoup frappée. En Espagne, c'est la guerre civile. Celle-ci passera à l'histoire comme l'une des plus hideuses qui ait jamais eu lieu. La victoire de Franco sera payée d'1 million de morts. Il y avait eu Munich, où le premier ministre d'Angleterre, Chamberlain, avait abandonné les Tchécoslovaques au nazisme. Et nous savions bien, au contraire de ce que disait le gouvernement britannique, que ça nous rapprochait de la guerre, plutôt que d'être une paix. Et ça ne nous a pas étonnés, mais tout de même, il y a eu une grande angoisse. Et on se demandait où ça allait nous conduire. Et nous savions que les jeunes seraient sacrifiés à cette guerre. Le 17 juillet, les soldats de la Grande Guerre quittaient Montréal pour se rendre en pèlerinage à Vimy. En l'honneur de 60 000 Canadiens qui étaient morts pour que cette Grande Guerre fût la dernière de toutes. 25 années seulement, l'espace d'une génération, et la première de toutes les grandes paix allait être remise en question, à peine entrée dans l'architecture et la sculpture. « 25 années seulement, le temps tout juste qu'il avait fallu pour édifier sur un emplacement final le monument final aux morts de cette guerre finale. Ce n'était déjà plus le roi, c'était le fils du roi, et c'était déjà le nouveau roi. Et des combattants de cette dernière guerre, c'étaient les survivants qui avaient des fils en âge de combattre. C'était le printemps de 1939. Le 1er septembre 1939, dans la région de Danzig, en Pologne, les batteries d'un navire allemand firent à cette paix une déchirure irréparable. C'est la fin des vacances, et pendant les vacances, on travaillait toujours à la cour à bois de mon père, qui avait des moulins. Et la guerre... On parlait déjà de la guerre, on en parlait, les choses se corsaient, les choses se gâtaient. Et puis, dès le début de septembre, j'ai eu une appréhension. C'était l'année où je devais graduer, où je devais finir, et au moment même où j'étais en train de faire mes préparatifs pour m'en aller au collège à Victoriaville, la guerre se déclare. La machine de guerre allemande refusait d'interrompre sa course en Pologne. C'était l'état de guerre. Le 3 septembre, l'ultimatum du Royaume-Uni à l'Allemagne n'avait pas reçu de réponse. C'était la guerre. Il était 11 h du matin. 6 heures plus tard,
la France aussi était en guerre. Et à 9 h du soir, le paquebot Athénia était coulé au large des côtes anglaises. Le dernier doute venait de se dissiper. Le 3 septembre 1939, un de mes copains, Scotty McCluskey d'Ottawa, on est allés ensemble au bureau de recrutement sur la rue Elgin à Ottawa. Et on était volontaires pour nos services pour devenir pilote contre les Allemands en Europe. Puis l'officier en charge nous a retourné en disant « Go home, fellas, the war is going to be over in 3 months. » Au Canada, il ne restait plus qu'une formalité, mais elle était importante. Pour la première fois, le pays décidait lui-même de ses actes en temps de guerre. Le 7 septembre, les destinées canadiennes étaient aux mains du Parlement. Sa décision ne faisait de doute pour personne. Il n'y eut même pas besoin d'un vote officiel. Et le 10 septembre, le Canada, à son tour, se trouva en guerre avec le Troisième Reich. Mon père, mon oncle, l'ami de mon oncle et de mon père étaient déjà soldats, même eux qui décoraient de la MM là-dedans. C'était tous des 22. Alors, puis j'ai grandi là, sur la citadelle, moi. Soldat, c'était naturel chez moi. À part d'autres métiers, à part les pompiers. Hein? À part les pompiers, j'étais un soldat. Donc, je voulais m'enrôler. Déclaration de la guerre, j'ai tout ce qu'il faut. L'étincelle, je crois, on avait le goût de l'aventure. Ça, c'est l'étincelle première. Hein? Après ça, mon frère était déjà outre-mer. Il était traversé avec le régiment de la Chaudière. Puis j'avais envie d'aller le rencontrer. Hein? C'était le héros de la famille. Alors j'ai dit, pour quelle raison pas en avoir 2? Je pense que l'élément déterminant de ma carrière militaire, parce que j'ai fait une carrière militaire, ça a été la rencontre à la table familiale. M. McLaughlin et Harry Wood visitaient mon père pour discuter de l'achat des quotas de bois pour l'année. Et puis, ils parlaient des enfants, bien sûr. Alors, M. Wood demande à mon père, qu'est-ce que vous allez faire avec vos enfants? Alors, les 2 autres, il dit, j'ai pas de problème. Avec celui-là, Charles, il dit, j'ai des problèmes. Il est artiste, il fait toutes sortes de choses. C'est un rêveur, c'est ci, c'est ça, c'est des canons, c'est des avions, c'est des soldats, c'est... Alors, Wood, qui était un gradué du Collège militaire de Kingston et qui était un pilote durant la guerre de 14-18, lui, il s'enflamme. McLaughlin avait fait la guerre aussi en 14-18. Alors, les gars disent, c'est un soldat tout cuit, ça. Il l'a dans le sens. Moi, je n'avais pas mesuré ça. Mais je les ai entendus. J'ai compris ce qu'ils se disaient, même s'ils parlaient anglais à cette époque-là. J'ai compris, ça m'a intéressé. Alors ça a scrappé la carrière religieuse, ça a scrappé le violon, ça a scrappé la peinture, parce que là, il y avait une guerre. Et la consécration du métier était là. C'était ça ma grande hésitation. Un soldat, ça fait quoi en temps de paix? Alors, je suis allé sur la rue Saint-Jean, si ma mémoire est fidèle, le bureau de recrutement de la marine était là. Alors, c'est un francophone qui m'a interviewé, ça allait bien. Posé quelques questions en anglais, puis j'ai répondu. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais j'ai dit, j'aimerais m'enrôler, mais dans les sous-marins. Puis là, mon Dieu Seigneur, il s'est quasiment mis à pleurer. On n'en a pas. J'ai été versé dans un régiment, si je ne me trompe pas, c'est le régiment de la Chaudière. Là, je recevais des lettres chez moi, d'aller apporter au moins une fois par semaine. Après ça, aller d'autres d'entraînement, pour aller me faire de la milice le soir. Là, ça ne marchait pas bien, ça fait vraiment pas trop ça. Je travaillais des heures pas mal tardives. Puis là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été essayé de m'enrouler avec mon frère dans l'aviation. J'étais pas mal craqué, peut-être, je dirais bien. Je voulais être pilote, moi. Puis ici, ils nous ont questionné, on était sur la rue Saint-Jacques,
On n'avait pas assez d'éducation, fait quasiment un degré d'université en ce temps-là. Là, ça m'a découragé un peu. Puis en entre-temps, j'ai reçu une lettre de l'armée qui me demandait, je ne connaissais même pas ça, si je pouvais rentrer dans le corps postal. J'ai dit, corps postal, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Alors, j'ai rentré voir le recruteur. Et puis, il dit, quel âge as-tu? Alors, j'ai dit, 16 ans et demi. T'étais un peu jeune. J'ai dit, l'armée, peut-être, te prendrait. Je ne veux pas être dans l'armée. J'ai dit, j'aimerais la marine. On m'a envoyé suivre un cours d'armes portatives et de démolition à Aldershot, en Angleterre. Et je suis parti de Montréal le 13 novembre 1939. Le régiment en est parti le 8 décembre. Donc, on s'est rejoint éventuellement à Aldershot. On en était donc là lorsque 7500 fantassins canadiens se rendirent à Halifax pour s'embarquer. C'était la première division et elle partait pour l'Angleterre. Moi, je suis arrivé au régiment la veille de Noël et on m'a promptement mis comme officier du jour parce que le commandant, Flynn, m'a dit « Pour l'instant, ça fait le 6-7 régiment, ici, puis vous avez eu le temps de voir la Londres, vous allez prendre le devoir d'officier du jour. » « Oui, monsieur. » Alors, j'ai pris le duty officer. Et puis, j'ai fait la même chose pour le jour de l'an. Alors, Vallée et moi, on était les deux subalternes en question. On a passé nos fêtes en devoir pendant que les autres allaient à... Écoutons, c'était bien normal. T'sais. On avait eu notre chance. Je suis revenu au régiment et évidemment, on avait entraîné, spécialisé sur les armes portatives. On m'a promptement donné le peloton des chenillettes. La drôle de guerre était terminée. Le Danemark n'offrit aucune résistance. La Norvège paya très cher pour la sienne. Puis, en 14 jours d'une invasion furieuse, l'armée allemande s'ouvrit la route de Paris à travers la Hollande, la Belgique, le Luxembourg. Quand les Allemands étaient à quelques kilomètres de Paris, au printemps de 1940, quand je venais d'atteindre mes 19 ans, mais je me retrouvais toute seule et ma seule pensée à ce moment-là, c'était de revenir ici au Canada. Je me suis retrouvée sur les routes de France avec tous les gens qui faisaient l'exode. Et je me suis trouvée, mon premier bombardement a été sur les routes de France. On nous avait appris dans la défense passive à Paris qu'il y avait deux sortes d'avions, les avions allemands qui étaient les méchants et dont nous avions appris le son, et les avions français qui, naturellement, n'avaient pas d'inquiétude. Ce que nous avons appris à nos dépens sur les routes de France, c'est qu'il n'y avait pas de frontière en ce qui concerne la vente des moteurs, et que les avions allemands avaient des moteurs français, et que nous entendions de loin l'avenue des avions en disant « c'est pas grave, c'est les nôtres ». Et les nôtres se changeaient en avions allemands avec la swastika en dessous des... Mais quand nous étions à portée de voir la swastika en dessous des ailes, on recevait aussi, évidemment, le bombardement de mitraillettes. À Dunkerque, la chute de la France était déjà consommée. Celle de l'Angleterre paraissait fatale. En 5 jours, 338 000 soldats se réembarquèrent pour la Grande-Bretagne. La plupart étaient sans armes. Certains d'entre eux n'en auraient jamais plus besoin. Finalement, j'ai pu retraverser l'Atlantique sur un bateau qui ne s'est arrêté qu'une couple de fois parce qu'il y avait des alertes aux sous-marins, mais enfin, je suis arrivée à bon port et je suis rentrée, ce que j'ai toujours considéré comme étant chez moi. J'étais à Ottawa et le directeur général de l'armée britannique pour les médecins, il était là. Et il a dit qu'il faut avoir 25 médecins parce que ils ont perdu des médecins à Dunkerque. Et il faut avoir 25, si possible, de Canada. Et nous resterons comme les Canadiens. On porte encore Canada, ici. Ma famille était à la campagne. J'en avais pas soufflé mot. Alors, quand je les ai vus,
J'avais déjà mon trousseau à marquer. Et puis, tous m'ont aidé. Et puis, il n'y a pas eu... Maman était très fière de moi. Et puis, elle m'a dit que tu sais ce que tu fais, tu l'as toujours su, alors m'a souhaité bonne chance. Et puis, presque immédiatement, nous sommes allés à Kingston pour l'entraînement militaire. Et ça s'est fait tout en anglais. Et ça a duré 2 mois. Et puis, on allait aussi faire du service à l'hôpital. Il y avait des cours tous les après-midi. Et quand est venu le temps de passer des examens, ça s'est fait pendant 2 semaines, chaque jour, tous les soirs, un examen. Et puis, notre matrone nous a félicités. Elle nous a dit qu'on avait été le groupe le plus avancé. On avait eu les plus belles notes. Pas mal, hein, pour les petites Canadiennes françaises. À Huntington, à Québec. Là, on nous a donné un uniforme, puis ils n'étaient pas encore tout à fait installés. Je me souviens de ça comme c'était hier. Il n'y avait pas de haut que nous autres, c'était assez épouvantable. Il y avait seulement des lits, il n'y avait pas de matelas, mais ils commençaient, on était le premier groupe. Ils n'étaient pas organisés, le gouvernement n'était pas encore. Ils avaient fait leur hutte, toutes les huttes étaient toutes faites. Mais les lits n'étaient pas prêts. On se couchait donc sur le spring, il y avait des couvertures. Puis ça me tend bien. Finalement, on a eu des matelas un peu plus tard. Beaucoup de marches. Ils ont fait tirer des coups de fusion. On se pratiquait à la baïonnette, sur des mannequins de paille, puis on rentrait ça dedans, on montrait quoi faire, courir. Puis là, après ça, ils nous ont fait, on faisait de choses, j'ai tiré 21 coups de carabine. Puis pour vous dire, c'est le seul entraînement que j'ai eu quand j'étais envoyé outre-mer. J'ai pas eu d'autres cours, rien d'entraînement, rien. Ils ont même, on va pas on nous montrait comment placer notre masse à gaz. Ils nous ont des grenades, ils n'avaient même pas pour nous montrer. On ne savait même pas que j'avais jamais vu ça. J'ai fait à peu près 2 mois d'entraînement à Montréal, après à Halifax. Après l'entraînement, il était assez... il vous donnait un entraînement sévère, parce que si vous commettez la moindre infraction quelconque, le leading seaman ou le petty officer, vous punissez. Il disait, mettez votre manteau d'hiver, c'est en été, mettez votre manteau d'hiver, vos bottes, enfin tout, puis il nous faisait monter des câbles. Alors, est venu le temps d'être transféré. Toute mon équipe, c'est-à-dire mon contingent, l'officier appelle Saint-Nom, dont j'en étais un. Fallout. Alors, ça demandait qu'est-ce qu'il y avait. Il dit, la balance de l'équipe vous a donné en furlough, en vacances, 30 jours. Nous autres, ils nous ont placés à bord d'un bateau anglais, HMS Montgomery, Sa Majesté Montgomery, qui était la British ship, pour nous faire appeler, pour nous forcer à apprendre l'anglais un peu plus. Je ne sais pas si vous le savez, mais je l'ai appris vite. L'entraînement du soldat auquel j'ai été soumis, moi, a commencé d'abord au Collège militaire royal parce que j'ai eu toute ma formation de base. Il est important qu'un soldat ait sa formation de base. Bon, ma journée, moi, comme soldat, à l'entraînement, comme jeune soldat qui vient d'arriver, ben, c'est des exercices où les périodes d'entraînement se divisent normalement en 45 minutes. 45 minutes la grenade, 45 minutes sur la mitrailleuse. Faut que tu apprennes à défaire ta mitrailleuse, à la rassembler, à la nettoyer. Ton fusil, c'est la même chose. Après ça, l'entraînement au gaz. Après ça, il faut l'entraînement pour se préparer à différentes manœuvres, ce qu'on appelle communément la drill. On apprenait à tirer, à creuser des tranchées, on apprenait à se servir des parapets. On faisait les assauts over the top, comme ça se faisait durant la guerre de 14-18. Alors, alors tout ça, ça faisait l'ensemble et ça se répétait, ça se répétait, ça se répétait pour arriver à la perfection. J'ai gradué, moi, au mois de juin. Bon, il y a une espèce de ralentissement des activités de guerre. Il y avait eu le désastre de Dunkerque, on en parlait. L'Angleterre se battait seule. Les États-Unis n'étaient pas en guerre. Ça fait mal de savoir que la France est battue parce que c'était pour nous un allié puissant. Il y a de l'inquiétude dans l'air. On circulait à travers l'Angleterre, des convois complets de régiments, de brigades, ainsi de suite, pour donner l'impression aux Allemands qu'on est plus nombreux qu'on était.
Alors, on était dans le sud, on était dans l'est, dans l'ouest. On appelait ça le cirque de McNaughton. Mais l'idée était seulement de décevoir les Allemands au nombre de militaires sur l'île. La première division canadienne en Grande-Bretagne était l'une des seules dont l'effectif fut complet et bien armé. Elle occupait le sud de l'Angleterre et s'attendait à l'invasion. Cette invasion, d'ailleurs, tout le monde s'y préparait. La bataille d'Angleterre, où l'aviation alliée, surtout britannique et canadienne, a vaincu, puis les Polonais aussi, il y en avait plusieurs dedans, a vaincu l'aviation allemande. Ça a commencé vers la fin de 40, jusqu'en 41. Là, il y a eu des raids pratiquement incessants. Et éventuellement, puis on regardait ça en l'air, hein, on prenait des gâchures. Qui va tomber le premier, tu sais? On était à Caterham, pas de Londres. On avait 3 aéroports. On était dans le centre. Nous. Il y avait Beacon Hill, je pense. Puis il y avait Croydon, puis Whiteleaf. On était dans le milieu. Alors, quand les Allemands manquaient d'aéroports, vous savez. Le 7 septembre, Hermann Göring décida de concentrer son attaque aérienne sur Londres. 1940, c'est cette chose atroce qui s'appelle le siège vertical, c'est-à-dire la pluie de projectiles incendiaires et explosifs qui tombent sur les populations à la faveur de la nuit. C'est l'incroyable intrépidité de civils dont rien n'a pu jusqu'ici démantibuler le moral. De tous les peuples que la tragédie de l'année a serrés dans son étau, le peuple anglais a montré et continue de montrer des vertus les plus pures d'abnégation, de patriotisme vivant, d'héroïsme quotidien. L'ennemi a beau démolir les vieilles églises et s'attaquer avec un infernal sadisme aux trésors artistiques de la nation, il est forcé de convenir lui-même que sa barbarie ne lui a rien donné et qu'il trouve en cette petite île du nord-ouest de l'Europe un adversaire qui ne se rend ni qui ne cède. Au début de l'hiver, la bataille d'Angleterre était gagnée. Personne ne parlait plus d'invasion. Des milliers d'enfants arrivent à la même époque d'Angleterre, surtout pour passer les années de guerre au Canada. Parmi ces réfugiés, la reine Juliana de Hollande et les 2 petites princesses. Paris aux mains des ennemis, Londres trop exposée, Ottawa devient soudainement très importante. On y assiste à une véritable explosion bureaucratique. Les bâtiments officiels ne suffisent plus. Il faut construire des pavillons temporaires. Il y avait 50 000 fonctionnaires, il y en eut bientôt 140 000. Chaque jour, des milliers de décisions se prennent. Chaque jour, de nouvelles restrictions, de nouvelles coutumes, de nouveaux décrets s'imposent. Le pays tout entier accepte ce régime de salut public. L'indécision n'est plus possible. Un homme, entre autres, symbolise la toute-puissance. C'est Clarence Howe, ministre des Munitions et de l'Approvisionnement. Depuis Dunkerque, les commandes affluaient. Les manufactures reçurent des ordres qui étaient des commandes, et les commandes qui étaient des ordres. C'était la compagnie Fairchild à Longueuil qui fait les avions. Et puis, c'est là où on a trouvé de l'argent. C'était ma mère qui a fait les arrangements, si je me rappelle bien. Et j'étais dans l'inspection, un peu protégée aussi encore.
Mais on a trouvé un petit pension avec une famille française à Longueuil. Et puis, on a commencé à travailler dans l'usine. Et c'était un choc assez sévère. Parce que je n'avais jamais été traitée comme une travailleuse dans l'usine. Le Canada appliquait alors une rigoureuse politique de dirigisme économique. Salaires, prix et loyers étaient fixés ou plafonnés afin de prévenir les abus de la Première Grande Guerre. J'ai participé à l'organisation avec des travailleurs et des travailleuses en usine de guerre, un peu dans l'avionnerie, un peu dans certains secteurs d'industrie lourde et dans les munitions, où on faisait de la poudre de guerre à Saint-Paul-l'Ermite, à Sainte-Thérèse, le Plan Bouchard et d'autres. Et avec les gens des moulins de coton, particulièrement. Là, particulièrement, disons à Montréal, vous aviez beaucoup de femmes qui travaillaient sur des équipes de 7 heures du matin à 6 heures du soir, avec 1 heure de repos non payé, et aussi des enfants. Les salaires étaient très bas pour ce qu'ils faisaient. Il n'y avait aucun droit d'ancienneté. Il y avait du favoritisme, surtout chez les femmes. Comme il fallait que je fasse quelque chose comme effort de guerre, j'ai été travailler dans une usine de munitions à Verdun. Et dans cette usine de munitions, on a essayé, à ce moment-là, quand je suis rentrée, c'était 2 quarts de 11 heures. On travaillait 11 heures dans l'usine, et 11 heures de nuit, 11 heures de jour, dans des conditions assez difficiles qui appelaient normalement une syndicalisation. La syndicalisation n'a pas été trop difficile parce qu'à ce moment-là, les usines de guerre étaient payées par le gouvernement. Alors, il y avait personne qui avait tellement d'intérêt à réduire les salaires. Et on comprenait qu'il fallait augmenter. Et ça a été ma première expérience d'organisation syndicale, ma première expérience de ce que les femmes peuvent faire, parce que sur 6000 personnes, la plupart étaient des femmes, qui travaillaient elles aussi pour la première fois. On manquait de navires, de tanks, d'avions. Il fallait de tout. Le Canada devint l'arsenal de la démocratie. J'ai devenu membre de l'Union à l'usine. Et puis, lui, il était membre d'un autre local dans la même union. Et je l'ai rencontré aux réunions de l'Union. Et puis, on avait les idées qu'on veut changer la situation. On s'est mariés juste avant son départ. C'était pas bienvenu chez mes parents, mais quand même, on l'a fait. Et puis, il était outre-mer pour 3 ans. Et on a eu des correspondances entre nous deux pour tout ce temps-là. Les matins, je me lève vers 5 heures, je crois, et puis je prends un petit déjeuner à un restaurant, et puis je prends le train, parce qu'on avait un train là-bas pour les ouvriers qui travaillaient à l'usine. On avait les jeunes filles des fermes de Québec, on avait les gens qui viennent de Nouvelle-Brunswick, les anciens gens. Il y avait une qui était qu'on était un rum runner. Et on avait aussi une jeune fille qui était emmenée au travail chaque journée dans une limousine avec un chauffeur. Elle était arrivée pour travailler. C'était tout un mélange bien intéressant parce que dans l'avionnerie, tout le monde est venu. Nous, on voulait devenir pilote. Il fallait que la vue soit 20-20, puis ainsi de suite. Alors, tout ça, ça s'est bien passé. Puis, ensemble, nous sommes allés au début à Toronto. Là, on nous logeait dans ce qu'ils appelaient le bullpen, sur les terrains de l'exposition. C'est là où, à l'époque de paix, où ils se faisaient
des expositions énormes. Là-dedans, on logeait les animaux qui étaient exposés par les cultivateurs de l'Ontario et d'ailleurs. Alors là, on avait enlevé les bœufs, puis on nous avait mis à leur place. Après un temps, ils nous ont envoyés à Regina, un endroit qui s'appelait Initial Training School. Alors, ils nous ont donné le choix d'un papier où on indiquait le choix de quelle sorte d'avion qu'on voulait voler. Et moi, j'ai indiqué pilote de chasse, premier choix, pilote de chasse, deuxième choix, pilote de chasse, troisième choix. Troisième choix. Hein. Alors, j'ai été choisi comme pilote de chasse. Le Commonwealth s'entraînait au Canada. Le plan d'ensemble, paru utopique 6 mois plus tôt, était devenu une réalisation spectaculaire. Les Canadiens, les Indiens, les Australiens, les Néo-Zélandais et les Anglais travaillèrent côte à côte. Les aspirants pilotes affluèrent de toutes parts. Les avions n'étaient pas de toute première jeunesse, mais les hommes, eux, étaient jeunes. Et parfois, les pilotes en titre étaient surprenants. On demandait à tous les instructeurs qui avaient un nom français de devenir instructeurs pour les Français libres. Puis il y avait des gens avec un nom français, mais qui ne disaient pas un mot de français. Alors, c'était assez drôle. Puis même moi, qui étais un francophone, j'avais des problèmes à communiquer avec les Français libres. Parce qu'eux, évidemment, les parties de l'avion, les contrôles de l'avion, ils avaient leurs termes bien à eux, puis nous, c'était tout en anglais. Et heureusement, moi, j'en avais rencontré un qui parlait très bien l'anglais, puis il m'avait instruit avant que j'instruise les autres. Ça ne m'intéressait pas du tout d'être instructeur. J'étais affecté comme officier pilote, ce qu'on appelait pilot officer à Trenton pour devenir instructeur. Et je suis allé voir mon commandant, Frank McGill. J'ai riposté pas mal furieusement. Finalement, il m'a dit « OK, you want to go overseas? Si vous voulez aller outre-mer, allez-y. » Alors, je suis allé comme sergent. Alors, ça fait mon affaire. Il y a un mécanicien qui me demande de faire un test sur un avion. Et puis, en me dépêchant un peu trop, j'en ai pas vu un qui était stationné. Et puis, j'ai passé en dessous de l'hélice, j'ai enlevé 3 pieds d'aile. Alors là, ça a bâclé mon affaire. Ils ont décidé que j'étais mieux pour le service outre-mer. Sur la petite gare, la petite plateforme de la petite gare à Saint-Jean, Mademoiselle Smélé a apparu, Major Smélé. Elle était quasiment très impressionnante, 6 pieds de haut, et puis très sérieuse inutilement. Puis on était là à l'attention, un petit peu empruntés dans nos uniformes tout neufs, puis le bagage. Mais ces mots m'ont frappé, ne m'ont jamais laissé. Elle a dit « Vous ne serez pas enrichi d'aucune façon scientifiquement outre-mer. Vous ferez ce que vous pourrez, avec ce que vous trouverez. Mais vous reviendrez tellement plus humaine et comprendrez la vie 100 fois plus. » J'ai choisi le corps médical, puis nous avons fait notre entraînement très de base au camp de Valcartier. Nous sommes traversés en Angleterre, pris le bateau, le Pasteur à Halifax. Ça nous a pris, je crois, 13 jours à traverser, avec une mauvaise mer. On mangeait, puis les petits poissons aussi mangeaient. Alors, on avait le partage. Nous, on mangeait, les poissons mangeaient, tout le monde était heureux. Là, on s'est fait ramasser les Royal Rifles, les autres, ils partaient de Québec, à Valcartier. Ils sont venus vers Montréal et Ottawa. Puis là, nous autres, on fait une coupe de coach pour nous autres, des pas de midi, c'est couché dedans. Puis nous autres, on s'en est vers Vancouver. À Vancouver, on est arrivé, ils nous ont transféré du train directement au bateau. On nous a envoyé sur une voie du Canadien Pacifique. On montait là pour la Canadienne nationale. C'est une voie du Canadien, puis on débarquait là, puis du train dans le bateau. La minuscule colonie britannique de Hong Kong, sur le bord de la mer de Chine, était en péril. On était à l'automne de 1941. Elle n'avait pour la protéger que 12 000 hommes et quelques canonnières. Il était évident qu'elle ne résisterait jamais à une attaque en force. Et une armée japonaise s'approchait par la Chine.
Les femmes et les enfants regagnèrent l'Angleterre, mais il était possible que des renforts remontent le moral de la garnison et fassent hésiter les Japonais. À travers ça, on a traversé le bord, ça a pris 21 jours pour se rendre là. Là, on est parti le 29 octobre. Le 27 octobre 1941, on est arrivé le 16 novembre à Hong Kong. Le 16 novembre, 2 bataillons arrivèrent. C'étaient des Canadiens. Les grenadiers de Winnipeg et les fusiliers. En tout, près de 2000 Canadiens. 1975 exactement. Hawaï, territoire américain. Les habitants de Honolulu vaquaient à leurs occupations. Noël approchait. La flotte était à Pearl Harbor. Le dimanche matin, le fer de lance japonais frappait. Et 6 heures après Pearl Harbor, c'était l'aube à Hong Kong. Le 22 décembre, c'est arrivé que puis là, finalement, notre sergent montait en haut, il était pour il criait après les autres, puis on dit c'était tout le plâtre, le ciment, tout tombé. Là, ils ont poursuivi le capitaine Davis, mort raide. Il avait été, lui, ça fait tuer par le déplacement d'air. Il avait un revolver droit, c'est tué, il va voler dans les airs. Il a pu tuer, puis il était couvert de mortier, puis de plâtre, tout gris. Bien qu'on il a entendu la voix de Clark. Puis je me demande, Clark, il était à l'autre, il a aperçu notre colonel. Ça, je l'ai vu par après quand on était chercher. Il avait 2 jambes. Une coupée pendant juste par la chair. Juste ici. Là, tout ce qu'il nous disait, on ne voit pas de rien, on ne savait pas quoi faire. Il y avait une porte qui avait été arrachée, on a mis sur une porte, on est descendu dans un peu plus bas, dans le vestibule. Puis là, on a fait des tourniquets avant autour ses cuisses. Puis là, pendant ce temps-là, Clark a été chercher quelqu'un qui avait une base après un gros demi-mille de là, puis le terrain était tout labouré, la route était toute massacrée. Il est revenu avec un docteur, un Portugais. Il est arrivé là avec un stretcher, avec un brancard pour le ramener. Puis notre pauvre colonel, lift my legs. Tout ce qu'il pouvait dire, il sentait que il ne savait pas ça se saignait tellement. Puis l'officier, le docteur est arrivé, puis il n'y a même pas de morphine, il avait oublié ça. Là, ils ont ramené. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé, il a dit, take that off. Il enlève les tourniquets de sang. Ils l'ont mis sur un stretcher, puis ensemble, il est mort. Il est mort, il est sain. C'est arrivé la journée de Noël, l'après-midi. On a reçu l'ordre de se rendre à 3 heures de l'après-midi. Qu'est-ce que ça nous a fait? On a dit nos officiers, détruisez vos balles, détruisez vos grenades, détruisez tout ce que vous avez, des carabines. Je mettais ça dans les tas, vous n'avez plus le droit d'avoir d'armes. Là, c'était à Noël l'après-midi. Puis là, naturellement, nous étions désappointés. C'est pas nécessaire de dire si on était désappointés. C'était le jour le plus affreux de notre vie. À mon arrivée, moi, là, j'ai été envoyé comme tous les membres du personnel volant à Bournemouth. Alors, quand je suis arrivé devant ce major anglais, j'ai dit « I'm reporting ». Je me rapporte à vous, monsieur, pour suivre un cours de contrôleur d'aéroport. Il dit « Pas un autre ». Il dit « Ça me sort par les oreilles ». Il dit « Les contrôleurs d'aéroport ». J'ai dit « Monsieur, je vais faire un arrangement avec vous. » J'ai dit « Je vais me rapporter fidèlement tous les samedis matins. Puis le reste de la semaine, vous ne me verrez pas. » Il dit « C'est marché conclu ». Alors, j'ai fait ça pendant 6 semaines. Ça m'a donné l'occasion de visiter Londres à mon goût. Même tous les mardis matins, pendant 1 heure ou 2, si je me souviens,
on devait travailler avec le masque à gaz pour s'y habituer et la casquette d'acier. Et puis on faisait... tout le personnel était installé comme ça, comme s'il y avait une alerte. Il fallait se préparer. Mais à part ça, en Angleterre, on a eu la chance d'apprécier la belle campagne anglaise. Et puis, on a connu aussi nos Anglais qui nous aimaient beaucoup, qui nous invitaient chez eux. Et puis, on a appris à faire comme eux, faire la bicyclette dans la campagne. On a même pu aller à Scott, voir les courses. Les gens réagissent un peu différents de nous, ils ne sont pas aussi exubérants, mais c'était très, très beau. La semaine, nous avions, dans certains petits villages où nous étions stationnés, nous avions des fois 2-3 pubs. Des estaminets, comme les Français disent, là. Hein? On avait ça. Et moi, je choisissais toujours celui où les soldats n'allaient pas, parce que c'était les rendez-vous des gens du village. Ils prenaient une belle grosse pint of beer, là, tranquillement, là, hein? Puis, on aurait pu siroter ça durant 2 heures de temps. Une grosse chapine de bière, là, jouer au dard, parler de n'importe quoi, puis là, on apprenait notre anglais, avec l'accent anglais même. Le 18 août 1942, 237 embarcations de toutes sortes se dirigent vers Dieppe. Pour 1 millier des hommes à bord, c'est leur dernière nuit. L'oreille de Dieppe, qui a été critiquée, était quand même pour nous une réponse à un besoin. Depuis 1939, on se battait pour. Alors, à un moment donné, on va avoir un rayon d'espoir, parce que notre raison d'être en Angleterre, c'était de se battre. 5000 Canadiens, 1 millier de commandos britanniques. Leur succès dépend avant tout de la précision absolue des opérations. À 3h47, la machine se détraque. C'est une patrouille allemande qui rencontre par hasard l'aile gauche du convoi allié. L'engagement dure à peine 5 minutes, mais l'alerte a été donnée. Dès ce moment, il n'y a pas un pilote allemand dans tout le nord-ouest de l'Europe qui ne soit en route vers le ciel de Dieppe. Ils y rencontrent 65 escadrilles alliées, dont 8 canadiennes. La protection aérienne fait défaut trop longtemps. On l'a retenue jusqu'à la dernière seconde pour préserver l'effet de surprise. Bon nombre des embarcations sont en retard. D'autres cherchent leur objectif. Et le soleil éclaire brillamment le tout. Des 5000 Canadiens qui avaient quitté l'Angleterre la nuit précédente, 2100 revenaient. Attendre davantage, c'était condamner à mort les survivants. Les ingénieurs dits d'assaut s'étaient fait tuer sur la plage, blessés sur la plage, ou s'étaient fait tuer là. Puis leurs camarades les avaient ramenés dans les péniches. Puis plusieurs étaient morts à bord. Enfin, il n'y en a pas un qui est arrivé en vie. Mais ils sont morts avec leur havresac sur le dos et puis des bombes prêtes à être déposées. Des beehives, par exemple. Et puis, il fallait neutraliser ça. Alors, j'ai passé 3-4 heures à travailler cette affaire-là. Ce fut l'une des plus terribles batailles aériennes. 106 avions alliés et 48 appareils allemands s'abattirent. Mais les hommes avaient pu se retirer. À 2 heures de l'après-midi, les Allemands tirèrent la dernière salve. Le tout n'avait duré que 9 heures. 2800 Canadiens ne revenaient pas. 906 étaient morts ou mourants. C'était terrible de voir tous ces blessés pour la première fois. J'étais choquée et je pensais pourquoi ces hommes doivent-ils tant souffrir.
Tout se déroulait sous nos yeux. Et je me disais, ça va être dur à prendre. Boy, this is going to be hard to take. Jamais à une attaque en force. Et une armée japonaise s'approchait par la Chine. Les femmes et les enfants regagnèrent l'Angleterre, mais il était possible que des renforts remontent le moral de la garnison et fassent hésiter les Japonais. À travers ça, on a traversé le bord, ça a pris 21 jours, ça rendre là. Là, on est parti le 29 octobre. Le 27 octobre 41. On est arrivé le 16 novembre à Hong Kong. Le 16 novembre, 2 bataillons arrivèrent. C'étaient des Canadiens. Les grenadiers de Winnipeg et les fusiliers. En tout, près de 2000 Canadiens. 1975 exactement. Hawaï, territoire américain. Les habitants de Honolulu vaquaient à leurs occupations. Noël approchait. La flotte était à Pearl Harbor. Le dimanche matin, le fer de lance japonais frappait. Et 6 heures après Pearl Harbor, c'était l'aube à Hong Kong. Le 22 décembre, c'est arrivé que puis là, finalement, notre sergent montait en haut, il était pour il criait après les autres, puis on dit c'était tout le plâtre, le ciment, était tout tombé. Là, ils ont poursuivi le capitaine Davis, mort raide. Lui, ça fait tuer par le déplacement d'air. Il y avait un revolver droit, c'est souillé, il va voler dans les airs. Il a plus de souillé, puis il était couvert de mortier, puis de plâtre, tout gris. Bien qu'on il a entendu la voix de Clark. Puis je me demande, Clark, il était à l'autre, il a aperçu notre colonel. Ça, je l'ai vu par après quand on peut chercher. Il y avait 2 jambes. Une coupée pendant juste par la chair. Juste ici. Tout ce qu'il nous disait, on ne voit pas de rien, on ne savait pas quoi faire. Il y avait une porte qui avait été arrachée. On a mis sur une porte, on est descendu dans un peu plus bas, dans le vestibule. Puis là, on a fait des tourniquets avant de ses cuisses. Puis là, pendant ce temps-là, Clark a été chercher quelqu'un qui avait une base après un gros demi-mille de là. Le terrain était tout labouré, la route était toute massacrée. Il est revenu avec un docteur, un Portugais. Il est arrivé là avec un stretcher, avec un brancard pour leur ramener. Puis notre pauvre colonel, lift my legs, lift my... Tout ce qu'il faut. L'étincelle, je crois. On avait le goût de l'aventure. Ça, c'est l'étincelle première. Hein? Après ça, mon frère était déjà outre-mer. Il était traversé avec le régiment de la Chaudière. Puis j'avais envie d'aller le rencontrer. Hein? C'était le héros de la famille. Alors j'ai dit, pour quelle raison pas en avoir 2?
Je pense que l'élément déterminant de ma carrière militaire, parce que j'ai fait une carrière militaire, ça a été la rencontre à la table familiale. M. McLaughlin et Harry Wood visitaient mon père pour discuter de l'achat des quotas de bois pour l'année. Et puis, ben, ils parlaient des enfants, bien sûr. Alors, M. Wood demande à mon père, qu'est-ce que vous allez faire avec vos enfants? Alors, les deux autres, il dit, j'ai pas de problème. Avec celui-là, Charles, il dit, j'ai des problèmes. Il est artiste, il fait toutes sortes de choses. C'est un rêveur, c'est ci, c'est ça, c'est des canons, c'est des avions, c'est des soldats, c'est... Alors, Wood, qui était un gradué du Collège militaire de Kingston et qui était un pilote durant la guerre de 14-18, lui, il s'enflamme. McLaughlin avait fait la guerre aussi en 14-18. Alors, les gars disent, c'est un soldat tout cuit, ça. Il l'a dans le sens. Moi, je n'avais pas mesuré ça. Mais je les ai entendus. J'ai compris ce qu'ils se disaient, même s'ils parlaient anglais à cette époque-là. J'ai compris, ça m'a intéressé. Alors ça a scrappé la carrière religieuse, ça a scrappé ça a scrappé le violon, ça a scrappé la peinture, parce que là, il y avait une guerre. Et la consécration du métier était là. C'était ça ma grande hésitation. Un soldat, ça fait quoi en temps de paix? Alors, je suis allé sur la rue Saint-Jean, si ma mémoire est fidèle. Le bureau de recrutement de la marine était là. Alors, c'est un francophone qui m'a interviewé. Ça allait bien. Posé quelques questions en anglais, puis j'ai répondu. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais j'ai dit, j'aimerais m'enrôler, mais dans les sous-marins. Puis là, mon Dieu Seigneur, il s'est quasiment mis à pleurer. On n'en a pas. J'ai été versé dans un régiment, je ne me trompe pas, c'est le régiment de la Chaudière. Là, je recevais des lettres chez moi, d'aller apporter au moins une fois par semaine. Donc, ça allait d'autres d'entraînement pour aller me faire de la milice le soir. Là, ça ne marchait pas bien, ça fait vraiment pas trop ça. Je travaillais des heures pas mal tardives. Puis là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été essayé de m'enrouler avec mon frère dans l'aviation. J'étais pas mal... Personne. Il n'y eut même pas besoin d'un vote officiel. Et le 10 septembre, le Canada, à son tour, se trouva en guerre avec le Troisième Reich. Mon père, mon oncle, l'ami de mon oncle et de mon père étaient déjà soldats, même eux qui décoraient de la MM là-dedans. C'était tous des 22. Alors, puis j'ai grandi là, sur la citadelle, moi. Soldat, c'était naturel chez moi. À part d'autres métiers, à part les pompiers. Hein? À part les pompiers, j'étais un soldat. Donc, je voulais m'enrôler. Déclaration de la guerre, j'ai tout ce qu'il faut. L'étincelle, je crois. On avait le goût de l'aventure. Ça, c'est l'étincelle première. Hein? Après ça, mon frère était déjà outre-mer. Il était traversé avec le régiment de la Chaudière. Puis j'avais envie d'aller le rencontrer. Hein? C'était le héros de la famille. Alors j'ai dit, pour quelle raison pas en avoir deux? Je pense que l'élément déterminant de ma carrière militaire, parce que j'ai fait une carrière militaire, ça a été la rencontre à la table familiale. M. McLaughlin et Harry Wood visitaient mon père pour discuter de l'achat des quotas de bois pour l'année. Et puis, ben, ils parlaient des enfants, bien sûr. Alors, M. Wood demande à mon père, qu'est-ce que vous allez faire avec vos enfants? Alors, les deux autres, il dit, j'ai pas de problème. Avec celui-là, Charles, il dit, j'ai des problèmes. Il est artiste, il fait toutes sortes de choses. C'est un rêveur, c'est ci, c'est ça, c'est des canons, c'est des avions, c'est des soldats, c'est... Alors, Wood, qui était un gradué du Collège militaire de Kingston et qui était un pilote durant la guerre de 14-18, lui, il s'enflamme. McLaughlin avait fait la guerre aussi en 14-18. Alors, les gars disent, c'est un soldat tout cuit, ça. Il l'a dans le sens. Moi, je n'avais pas mesuré ça. Mais je les ai entendus. J'ai compris ce qu'ils se disaient, même s'ils parlaient anglais à cette époque-là. J'ai compris, ça m'a intéressé. Alors ça a scrappé la carrière religieuse, ça a scrappé ça a scrappé le violon, ça a scrappé la peinture, parce que là, il y avait une guerre. Et la consécration du métier était là. C'était ça ma grande hésitation.
Un soldat, ça fait quoi en temps de paix? Alors, je suis allé sur la rue Saint-Jean, si ma mémoire est fidèle. Le bureau de recrutement de la marine était là. Alors, c'est un francophone qui m'a interviewé. Ça allait bien. Posé quelques questions en anglais, puis j'ai répondu. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais j'ai dit, j'aimerais m'enrôler, mais dans les sous-marins. Puis là, mon Dieu Seigneur, il s'est quasiment mis à pleurer. On n'en a pas. Usine de munitions, on a essayé, à ce moment-là, quand je suis rentrée, c'était 2 quarts de 11 heures. On travaillait 11 heures dans l'usine, et 11 heures de nuit, 11 heures de jour, dans des conditions assez difficiles qui appelaient normalement une syndicalisation. La syndicalisation n'a pas été trop difficile parce qu'à ce moment-là, les usines de guerre étaient payées par le gouvernement. Alors, il y avait personne qui avait tellement d'intérêt à réduire les salaires. Et on comprenait qu'il fallait augmenter. Et ça a été ma première expérience d'organisation syndicale, ma première expérience de ce que les femmes peuvent faire, parce que sur 6000 personnes, la plupart étaient des femmes, qui travaillaient elles aussi pour la première fois. On manquait de navires, de tanks, d'avions. Il fallait de tout. Le Canada devint l'arsenal de la démocratie. J'ai devenu membre de l'Union à l'usine. Et puis, lui, il était membre d'un autre local dans la même union. Et je l'ai rencontré aux réunions de l'Union. Et puis, on avait les idées qu'on veut changer la situation. On s'est mariés juste avant son départ. C'était pas bienvenu chez mes parents, mais quand même on l'a fait. Et puis, il était outre-mer pour 3 ans. Et on a eu des correspondances entre nous deux pour tout ce temps-là. Les matins, je me lève vers 5 heures, je crois, et puis je prends un petit déjeuner à un restaurant, et puis je prends le train, parce qu'on avait un train là-bas pour les ouvriers qui travaillaient à l'usine. On avait les jeunes filles des fermes de Québec, on avait les gens qui viennent de Nouvelle-Brunswick, les anciens gens. Il y avait une qui était qu'on était un rum runner. Et on avait aussi une jeune fille qui était emmenée au travail chaque journée dans une limousine avec un chauffeur. Elle était arrivée pour travailler. C'était tout un mélange bien intéressant parce que dans l'avionnerie, tout le monde est venu. Nous, on voulait devenir pilote. Il fallait que la vue soit 20-20, puis ainsi de suite. Alors, tout ça, ça s'est bien passé. Puis, ensemble, nous sommes allés au début à Toronto. On montait là pour la Canadienne nationale. C'est une fois du Canadien, puis on débarquait là, puis du train dans le bateau. La minuscule colonie britannique de Hong Kong, sur le bord de la mer de Chine, était en péril. On était à l'automne de 1941. Elle n'avait pour la protéger que 12 000 hommes et quelques canonnières. Il était évident qu'elle ne résisterait jamais à une attaque en force. Et une armée japonaise s'approchait par la Chine. Les femmes et les enfants regagnèrent l'Angleterre, mais il était possible que des renforts remontent le moral de la garnison et fassent hésiter les Japonais. À traverser, on a traversé le bord, ça a pris 21 jours pour se rendre là. Là, on est parti le 29 octobre. Le 27 octobre 41, on est arrivé le 16 novembre à Hong Kong. Le 16 novembre, 2 bataillons arrivèrent. C'étaient des Canadiens. Les grenadiers de Winnipeg et les fusiliers. En tout, près de 2000 Canadiens. 1975 exactement. Hawaï, territoire américain. Les habitants de Honolulu vaquaient à leurs occupations. Noël approchait.
La flotte était à Pearl Harbor. Le dimanche matin, le fer de lance japonais frappait. Et 6 heures après Pearl Harbor, c'était l'aube à Hong Kong. Le 22 décembre, c'est arrivé que puis là, finalement, notre sergent montait en haut, il était pour il criait après les autres, puis on dit c'était tout le plâtre, le ciment, tout tombé. Là, ils ont poursuivi le capitaine Davis, mort raide. Lui, ça fait tuer par le déplacement d'air. Il y avait un revolver droit, c'est souillé, il va voler dans les airs. Il a pu souiller, puis il était couvert de mortier, puis de plâtre, tout gris. Bien qu'on il a entendu la voix de Clark. Puis je me demande, Clark, il était à l'autre, il a aperçu notre colonel. Ça, je l'ai vu par après quand on peut chercher. Il avait 2 jambes. Une coupée pendant juste par la chair. Juste ici. Là, tout ce qu'il nous disait, on ne voit pas de rien, on ne savait pas quoi faire. On a pris, il y avait une porte qui avait été arrachée. On a mis sur une porte, on a descendu dans contre les Allemands en Europe. Puis l'officier en charge nous a retourné en disant « Go home, fellas, the war is going to be over in 3 months. » Au Canada, il ne restait plus qu'une formalité, mais elle était importante. Pour la première fois, le pays décidait lui-même de ses actes en temps de guerre. Le 7 septembre, les destinées canadiennes étaient aux mains du Parlement. Sa décision ne faisait de doute pour personne. Il n'y eut même pas besoin d'un vote officiel. Et le 10 septembre, le Canada, à son tour, se trouva en guerre avec le Troisième Reich. Mon père, mon oncle, l'ami de mon oncle et de mon père étaient déjà soldats, même eux qui déclarés de la MM là-dedans. C'était tous des 22. Alors, puis j'ai grandi là, sur la citadelle, moi. Soldat, c'était naturel chez moi. À part d'autres métiers, à part les pompiers. Hein? À part les pompiers, j'étais un soldat. Donc, je voulais m'enrôler. Déclaration de la guerre, j'ai tout ce qu'il faut. L'étincelle, je crois. On avait le goût de l'aventure. Ça, c'est l'étincelle première. Hein? Après ça, mon frère était déjà outre-mer. Il était traversé avec le régiment de la Chaudière. Puis j'avais envie d'aller le rencontrer. Hein? C'était le héros de la famille. Alors j'ai dit, pour quelle raison pas en avoir 2? Je pense que l'élément déterminant de ma carrière militaire, parce que j'ai fait une carrière militaire, ça a été la rencontre à la table familiale. M. McLaughlin et Harry Wood visitaient mon père pour discuter de l'achat des quotas de bois pour l'année. Et puis, ben, ils parlaient des enfants, bien sûr. Alors, M. Wood demande à mon père, qu'est-ce que vous allez faire avec vos enfants? Alors, les 2 autres, il dit, j'ai pas de problème. Avec celui-là, Charles, il dit, j'ai des problèmes. Il est artiste, il fait toutes sortes de choses. C'est un rêveur, c'est ci, c'est ça, c'est des canons, c'est des avions, c'est des soldats, c'est... Alors, Wood, qui était un gradué du Collège militaire de Kingston et qui était un pilote durant la guerre de 14-18, lui, il s'enflamme. McLaughlin avait fait la guerre aussi en 14-18. Alors, les gars disent, c'est un soldat tout cuit, ça. Il l'a dans le sens. Moi, je n'avais pas mesuré ça. Mais je les ai entendus. J'ai compris ce qu'ils se disaient, même s'ils parlaient anglais à cette époque-là. J'ai compris, ça m'a intéressé. Alors ça a scrappé la carrière religieuse, ça a scrappé le violon, ça a scrappé la peinture, parce que là, il y avait une guerre. Et la consécration du métier était là. C'était ça ma grande hésitation. Un soldat, ça fait quoi en temps de paix? Alors, je suis allé sur la... Tous les soirs, un examen. Et puis, notre matrone nous a félicités. Elle nous a dit qu'on avait été le groupe le plus avancé. On avait eu les plus belles notes. Pas mal, hein, pour les petites Canadiennes françaises. À Huntington, à Québec.
Là, on nous a donné un uniforme, puis ils n'étaient pas encore tout à fait installés. Je me souviens de ça comme c'était hier. Il n'y avait pas aucune autre chose épouvantable. Il y avait seulement des lits, il n'y avait pas de matelas. Ils commençaient, on était le premier groupe. Ils n'étaient pas organisés, le gouvernement n'était pas encore. Ils avaient fait leur hutte, toutes les huttes étaient toutes faites. Mais les lits n'étaient pas prêts. Après, on se couchait donc sur le spring, il y avait des couvertures. Puis ça me tend bien. Finalement, on a eu des matelas un peu plus tard. Beaucoup de marches. Ils ont fait tirer des coups de fusil. On se pratiquait à la baïonnette, sur des mannequins de paille, puis on rentrait ça dedans, nous montrait quoi faire, courir. Puis là, après, ils nous ont fait, on faisait de choses, j'ai tiré 21 coups de carabine. Puis pour vous dire, c'est le seul entraînement que j'ai eu quand j'étais envoyé outre-mer. J'ai pas eu d'autres cours, aucun entraînement, rien. Ils ont même, on va pas on nous montrait comment placer notre masse à gaz. Ils nous ont des grenades, ils n'avaient même pas pour nous montrer. On ne savait même pas que j'ai jamais vu ça. J'ai fait à peu près 2 mois d'entraînement à Montréal, après à Halifax. Après l'entraînement, il était assez... il vous donnait un entraînement sévère, parce que si vous commettez la moindre infraction quelconque, le leading seaman ou le petty officer vous punissait. Il disait, mettez votre manteau d'hiver, c'est en été, mettez votre manteau d'hiver, vos bottes, enfin tout, puis il nous faisait monter des câbles. Alors, est venu le temps d'être transféré. Toute mon équipe, c'est-à-dire mon contingent, l'officier appelle Saint-Nom, dont j'en étais un. Fallout. Alors, je me demandais qu'est-ce qu'il y avait. Il dit, la balance de l'équipe vous a donné en furlough, en vacances, 30 jours. Nous autres, ils nous ont placés à bord d'un bateau anglais, HMS Montgomery, Sa Majesté Montgomery, qui était la British ship, pour nous faire appeler, pour nous forcer à apprendre l'anglais un peu plus. Je ne sais pas si vous le savez, mais je l'ai appris vite. L'entraînement du soldat auquel j'ai été soumis, moi, a commencé d'abord au Collège militaire royal, parce que j'ai eu toute ma formation de base. Il est important qu'un soldat ait sa formation de base. Bon, ma journée, moi, comme soldat, à l'entraînement, comme jeune soldat. Membre de l'Union à l'usine. Et puis, lui, il était membre d'un autre local dans la même union. Et je l'ai rencontré aux réunions de l'Union. Et puis, on avait les idées qu'on veut changer la situation. On s'est mariés juste avant son départ. C'était pas bienvenu chez mes parents, mais quand même, on l'a fait. Et puis, il était outre-mer pour 3 ans. Et on a eu des correspondances entre nous deux pour tout ce temps-là. Les matins, je me lève vers 5 heures, je crois, et puis je prends un petit déjeuner à un restaurant, et puis je prends le train, parce qu'on avait un train là-bas pour les ouvriers qui travaillaient à l'usine. On avait les jeunes filles des fermes de Québec, on avait les gens qui viennent de Nouvelle-Brunswick, les anciens gens. Il y avait une qui était qu'on était un rum runner. Et on avait aussi une jeune fille qui était emmenée au travail chaque journée dans une limousine avec un chauffeur. Elle était arrivée pour travailler. C'était tout un mélange bien intéressant parce que dans l'infirmerie, tout le monde est venu. Nous, on voulait devenir pilote. Il fallait que la vue soit 20-20, puis ainsi de suite. Alors, tout ça, ça s'est bien passé. Puis, ensemble, nous sommes allés au début à Toronto. Là, on nous logeait dans ce qu'ils appelaient le bullpen, sur les terrains de l'exposition. C'est là où, à l'époque de paix, où il se faisait des expositions énormes, là-dedans, on logeait les animaux.
qui était exposée par les cultivateurs de l'Ontario et d'ailleurs. Alors là, on avait enlevé les bœufs, puis on nous avait mis à leur place. Après un temps, ils nous ont envoyés à Regina, un endroit qui s'appelait Initial Training School. Alors, ils nous ont donné le choix d'un papier où on indiquait le choix de quelle sorte d'avion qu'on voulait voler. Puis moi, j'ai indiqué pilote de chasse, premier choix, pilote de chasse, deuxième choix, pilote de chasse, troisième choix. Troisième choix. Hein? Alors, j'ai été choisi comme pilote de chasse. Le Commonwealth s'entraînait au Canada. Le plan d'ensemble... Elle nous a dit qu'on avait été le groupe le plus avancé. On avait eu les plus belles notes. Pas mal, hein, pour des petites Canadiennes françaises. À Huntington, à Québec. Là, on nous a donné un uniforme, puis ils n'étaient pas encore tout à fait installés. Je me souviens de ça comme c'était hier. Il n'y avait pas de haut que nous autres, c'était assez épouvantable. Il y avait seulement des lits, il n'y avait pas de matelas, mais ils commençaient, on était le premier groupe. Ils n'étaient pas organisés, le gouvernement n'était pas encore. Ils avaient fait leur hutte, toutes les huttes étaient toutes faites. Mais les lits n'étaient pas prêts. On se couchait donc sur le spring, il y avait des couvertures. Puis ça me tend bien. Finalement, on a eu des matelas un peu plus tard. Beaucoup de marches. Ils ont fait tirer des coups de fusil. On se pratiquait à la baïonnette, sur des mannequins de paille, puis on rentrait ça dedans, nous montrait quoi faire, courir. Puis là, après ça, ils nous ont fait, on faisait de choses, j'ai tiré 21 coups de carabine. Puis pour vous dire, c'est le seul entraînement que j'ai eu quand j'étais envoyé outre-mer. J'ai pas eu d'autres cours, rien d'entraînement, rien. Ils ont même, on va pas on nous montrait comment placer notre masse à gaz. Ils nous ont des grenades, ils n'avaient même pas pour nous montrer. On ne savait même pas que j'avais jamais vu ça. J'ai fait à peu près 2 mois d'entraînement à Montréal, après à Halifax. Après l'entraînement, il était assez... il vous donnait un entraînement sévère, parce que si vous commettez la moindre infraction quelconque, le leading seaman ou le petty officer vous punissait. Il disait, mettez votre manteau d'hiver, c'est en été, mettez votre manteau d'hiver, vos bottes, enfin tout, puis il nous faisait monter des câbles. Alors, est venu le temps d'être transféré. Toute mon équipe, c'est-à-dire mon contingent, l'officier appelle Saint-Nom, dont j'en étais un. Fallout. Alors, ça demandait qu'est-ce qu'il y avait. Il dit, la balance de l'équipe vous a donné en furlough, en vacances, 30 jours. Nous autres, ils nous ont placés à bord d'un bateau anglais, HMS Montgomery, Sa Majesté Montgomery, qui était la British ship, pour nous faire appeler, pour nous forcer à apprendre l'anglais un peu plus. Je ne sais pas si vous le savez, mais je l'ai appris vite. L'entraînement du soldat auquel j'ai été soumis, moi, a commencé d'abord au Collège militaire royal parce que j'ai eu toute ma formation de base. Il est important qu'un soldat ait sa formation de base. Bon, ma journée, moi, comme soldat, à l'entraînement, comme jeune soldat qui vient d'arriver, ben, c'est des exercices ou les périodes d'entraînement. J'étais à Ottawa et le directeur général de l'armée britannique pour les médecins, il était là. Et il a dit qu'il faut avoir 25 médecins parce que ils ont perdu des médecins à Dunkirk. Et il faut avoir 25, si possible, de Canada. Et nous resterons comme les Canadiens. On porte encore Canada, ici. Ma famille était à la campagne. J'en avais pas soufflé mot. Alors, quand je les ai vus, j'avais déjà mon trousseau à marquer. Et puis, tous m'ont aidé. Et puis, il n'y a pas eu... Maman était très fière de moi. Et puis, elle m'a dit que tu sais ce que tu fais, tu l'as toujours su, alors m'a souhaité bonne chance. Et puis, presque immédiatement, nous sommes allés à Kingston pour l'entraînement militaire. Et ça s'est fait tout en anglais. Et ça a duré 2 mois. Et puis, on allait aussi faire du service à l'hôpital. Il y avait des cours tous les après-midi.
Et quand est venu le temps de passer des examens, ça s'est fait pendant 2 semaines, chaque jour, tous les soirs, un examen. Et puis, notre matrone nous a félicités. Elle nous a dit qu'on avait été le groupe le plus avancé. On avait eu les plus belles notes. Pas mal, hein, pour des petites Canadiennes françaises. À Huntington, à Québec. Là, on nous a donné un uniforme, puis ils n'étaient pas encore tout à fait installés. Je me souviens de ça comme c'était hier. Il n'y avait pas de haut que nous autres, c'était assez épouvantable. Il y avait seulement des lits, il n'y avait pas de matelas. Mais ils commençaient, on était le premier groupe. Ils n'étaient pas organisés, le gouvernement n'était pas encore. Ils avaient fait leur hutte, toutes les huttes étaient toutes faites. Mais les lits n'étaient pas prêts. On se couchait donc sur le spring, il y avait des couvertures. Puis ça me tend bien. Finalement, on a eu des matelas un peu plus tard. Beaucoup de marches. Ils ont fait tirer des coups de fusil. On se pratiquait à la baïonnette, sur des mannequins de paille, puis on rentrait ça dedans, nous montrait quoi faire, courir. Puis là, après ça, ils nous ont fait, on faisait de choses, j'ai tiré 21 coups de carabine. Puis pour vous dire, c'est le seul entraînement que j'ai eu quand j'étais envoyé outre-mer. J'ai pas eu d'autres cours, rien d'entraînement, rien. Ils ont même, on va pas on nous montrait comment placer notre masse à gaz. Ils nous ont des grenades, ils n'avaient même pas pour nous montrer. On ne savait même pas que j'avais jamais vu ça. J'ai fait à peu près 2 mois d'entraînement à Montréal, après à Halifax. Après l'entraînement, il était assez... il vous donnait un entraînement sévère, parce que si vous commettez la moindre infraction quelconque, le leading seaman ou le petty officer... Nous, on voulait devenir pilote. Il fallait que la vue soit 20-20, puis ainsi de suite. Alors, tout ça, ça s'est bien passé. Puis, ensemble, nous sommes allés au début à Toronto. Là, on nous logeait dans ce qu'ils appelaient le bullpen, sur les terrains de l'exposition. C'est là où, à l'époque de paix, où il se faisait des expositions énormes, là-dedans, on logeait les animaux qui étaient exposés par les cultivateurs de l'Ontario et d'ailleurs. Alors là, on avait enlevé les bœufs, puis on nous avait mis à leur place. Après un temps, ils nous ont envoyés à Regina, un endroit qui s'appelait Initial Training School. Alors, ils nous ont donné le choix d'un papier où on indiquait le choix de quelle sorte d'avion qu'on voulait voler. Puis moi, j'ai indiqué pilote de chasse, premier choix, pilote de chasse, deuxième choix, pilote de chasse, troisième choix. Troisième choix. Hein? Alors, j'ai été choisi comme pilote de chasse. Le Commonwealth s'entraînait au Canada. Le plan d'ensemble, paru utopique 6 mois plus tôt, était devenu une réalisation spectaculaire. Les Canadiens, les Indiens, les Australiens, les Néo-Zélandais et les Anglais travaillèrent côte à côte. Les aspirants pilotes affluèrent de toutes parts. Les avions n'étaient pas de toute première jeunesse, mais les hommes, eux, étaient jeunes. Et parfois, les pilotes en titre étaient surprenants. On demandait à tous les instructeurs qui avaient un nom français de devenir instructeurs pour les Français libres. Puis il y avait des gens avec un nom français, mais qui ne disaient pas un mot de français. Alors, c'était assez drôle. Puis même moi, qui étais un francophone, j'avais des problèmes à communiquer avec les Français libres. Parce qu'eux, évidemment, les parties de l'avion, les contrôles de l'avion, ils avaient leurs termes bien à eux, puis nous, c'était tout en anglais. Et heureusement, moi, j'en avais rencontré un qui parlait très bien l'anglais, puis il m'avait instruit avant que j'instruise les autres. Ça m'intéressait pas du tout d'être instructeur. J'étais affecté comme officier pilote, ce qu'on appelait pilot officer à Trenton pour devenir instructeur. Et je suis allé voir mon commandant, Frank McGill. J'ai riposté pas mal furieusement. Finalement, il m'a dit « OK, you want to go overseas? Si vous voulez aller outre-mer, allez-y. » Alors, je suis allé comme sergent. Pour nous faire pour nous forcer à apprendre l'anglais un peu plus. Je ne sais pas si vous le savez, mais je l'ai appris vite.
L'entraînement du soldat auquel j'ai été soumis, moi, a commencé d'abord au Collège militaire royal parce que j'ai eu toute ma formation de base. Il est important qu'un soldat ait sa formation de base. Bon, ma journée, moi, comme soldat, à l'entraînement, comme jeune soldat qui vient d'arriver, ben, c'est des exercices où les périodes d'entraînement se divisent normalement en 45 minutes. 45 minutes la grenade, 45 minutes sur la mitrailleuse. Faut que tu apprennes à défaire ta mitrailleuse, à la rassembler, à la nettoyer. Ton fusil, c'est la même chose. Après ça, l'entraînement au gaz. Après ça, il faut l'entraînement pour se préparer à différentes manœuvres, ce qu'on appelle communément la drill. On apprenait à tirer, à creuser des tranchées, on apprenait à se servir des parapets, on faisait les assauts over the top, comme ça se faisait durant la guerre de 14-18. Alors, tout ça, ça faisait l'ensemble et ça se répétait pour arriver à la perfection. J'ai gradué, moi, au mois de juin. Bon, il y a une espèce de ralentissement des activités de guerre. Il y avait eu le désastre de Dunkerque, on en parlait. L'Angleterre se battait seule. Les États-Unis n'étaient pas en guerre. Ça fait mal de savoir que la France est battue parce que c'était pour nous un allié puissant. Il y a de l'inquiétude dans l'air. On circulait à travers l'Angleterre, des convois complets de régiments, de brigades, ainsi de suite, pour donner l'impression aux Allemands qu'on est plus nombreux qu'on était. Alors on était dans le sud, on était dans l'est, dans l'ouest. On appelait ça le cirque de McNaughton. Mais l'idée était seulement de décevoir les Allemands quant au nombre de militaires sur l'île. La première division canadienne en Grande-Bretagne était l'une des seules dont l'effectif fut complet et bien armé. Elle occupait le sud de l'Angleterre et s'attendait à l'invasion. Cette invasion, d'ailleurs, tout le monde s'y préparait. La bataille d'Angleterre, où l'aviation alliée, surtout britannique et canadienne, a vaincu, puis les Polonais aussi, il y en avait plusieurs dedans, a vaincu l'aviation allemande. Ça a commencé vers la fin de 40, jusqu'en 41. Là, il y a eu des raids pratiquement incessants. Et éventuellement, puis on regardait ça en l'air, hein, on prenait des gâchures. Qui va tomber le premier, tu sais? On était à Caterham, pas de long, on avait 3 aéroports, on était dans le centre. Nous. Il y avait Beacon Hill, je pense, puis il y avait Croydon, puis Whiteleaf, on était dans le milieu.